Le deuxième grand enjeu, après la transformation numérique qui marque et qui interroge les questions de gouvernance et de régulation, c'est clairement la transformation écologique et l'exigence climatique, ou je devrais dire l'urgence climatique. Et pour en parler, nous accueillons Thierry Pech, Bonjour. bonsoir, qui, est directeur général de Terra Nova et qui a aussi été, avec Laurence Tubiana, coprésident alors, du comité de gouvernance de la Convention citoyenne pour le climat, qui est une expérience très innovante en France de réflexion sur les politiques publiques, d'organisation du débat public. Et il va nous en parler dans quelques minutes. Juste avant de lui donner la parole, je pense qu'il est aussi intéressant de rappeler un peu son parcours très rapidement. Thierry Pech a été secrétaire général adjoint de l'Institut des hautes études sur la justice avant de rejoindre la CFDT où il a travaillé avec Nicole Notat et François Chérec. Ensuite, il a rejoint un premier think tank en fait, qui était la République des idées, avant d'avoir une expérience d'éditeur au Seuil, puis Alternative économique. Et il a été un des membres fondateurs de Terra Nova, dont il est aujourd'hui le directeur général. Et donc il a une vision qui nous paraît très intéressante sur effectivement la manière dont se fabriquent les idées et se fabriquent les politiques publiques. Et donc au-delà de son intérêt pour la question climatique, il nous semblait particulièrement pertinent de le recevoir ce soir pour qu'il nous parle de cette question des politiques publiques radicales qu'il faut mettre en œuvre pour adresser cette urgence climatique et dont la Convention citoyenne pour le climat est un des modèles. Donc Thierry Pech, je vous laisse la parole pour quelques minutes pour nous faire part de cette expérience effectivement de prise de décision collective et de débat collectif original. Et puis on reviendra évidemment sur le fond aussi, comme dans le cadre de la séquence précédente. On vous interrogera moi-même et Joël Toledano. Et puis on recevra aussi en ligne des questions des internautes. Et donc ils sont les bienvenus pour les poser sur le chat. Voilà. La parole est à vous. Merci beaucoup, merci de votre accueil. La Convention citoyenne pour le climat, pourquoi on en est arrivé là? Pourquoi on l'a fait? C'est la première question. Et c'est une question qui intéresse les problèmes que vous vous posez, les problèmes de gouvernance précisément. Je vais vous remettre en mémoire 2 épisodes pour souligner les insuffisances de notre modèle de gouvernement et de notre doctrine d'action en matière climatique, mais peut-être également dans d'autres domaines. Le premier épisode, c'est l'écotaxe. Vous vous souvenez de l'écotaxe? Le deuxième, c'est la taxe carbone. Ces 2 épisodes ont plein de points communs. Le premier point commun, c'est qu'ils parlent tous les deux du climat. Tous les deux, ils essayent d'apporter une réponse à des enjeux climatiques majeurs. Ils ont un autre point commun, c'est que tous les deux, ils font largement consensus parmi les experts, et en particulier dans la technocratie d'État. Je dis ça sans accent péjoratif. Ils ont un troisième point commun, c'est qu'ils font également consensus chez les élus, les hommes et les femmes politiques. L'écotaxe adopté sur tous les bancs de l'Assemblée nationale. Et ils ont malheureusement un quatrième point commun, c'est que tous les deux, lorsqu'ils ont été déployés dans la société, ils ont rencontré de très vives oppositions, parfois de violentes oppositions, et des oppositions qui en plus ont trouvé un relais de soutien dans l'opinion publique. Donc on a un problème. La doctrine d'action classique des pouvoirs publics, le mariage de l'expertise et de l'élu, ne suffit pas à éclairer le chemin de réformes qui soient acceptées, qui soient du coup performantes pour la transformation climatique de nos politiques publiques. Si on part de là, eh bien très vite on cherche un autre chemin. Et la Convention citoyenne pour le climat, elle est née de cette problématique d'une certaine façon. Au lendemain des Gilets jaunes, vous vous souvenez,
Le président de la République, c'était le 25 avril 2019, lors de la conférence de presse de sortie du grand débat, qui lui-même avait été une opération de participation citoyenne pour trouver une voie d'apaisement, une voie de dialogue. Le président de la République appelle de ses voeux la création d'une convention qui serait composée de 150 citoyens tirés au sort pour formuler des propositions en matière de transition écologique, dit-il à l'époque. La focale n'est pas resserrée encore sur la question climatique. Et il s'engage, c'est important, à transmettre sans filtre aux instances démocratiques compétentes les propositions qui sortiraient de cette convention, pourvu que ces propositions soient précises, abouties, et on verra qu'on leur a imposé d'autres critères encore. Donc on se lance dans cette histoire, cette aventure. Le comité de gouvernance est constitué. J'en assure la présidence avec Laurence Toubiana, vous l'avez rappelé. On procède au tirage au sort. On demande à une machine, je le dis pour tous ceux qui nous écoutent, qui se demandent comment on fait du tirage au sort. Eh bien, on demande à un ordinateur de générer, en l'occurrence, 300 000 numéros de téléphone, 85% de numéros de mobile, 15% de numéros de fixe, sous le contrôle d'un huissier. Il ne faut pas que la machine triche. Et on commence à appeler au hasard ces numéros de téléphone. On tombe sur des gens, on leur explique le processus, ils nous disent oui, ils nous disent non. Quand ils nous disent oui, souvent on leur dit oui, mais quelquefois on leur dit non. Parce qu'en plus du tirage au sort, on souhaite que cette assemblée soit représentative de la société française. Et donc on a une grille de critères à respecter, de sexe, d'âge, de conditions de catégories socio-professionnelles, de niveau de formation, ce qui est très important, et d'origine territoriale. Et donc, trouver les 30 premiers, c'est pas difficile. Trouver les 10 derniers, ça devient un Rubik's Cube, une partie de Rubik's Cube très, très complexe. Donc on procède à cette méthode de composition du panel et on rencontre ces 150 citoyens en octobre. Ils ont un mandat qui est formulé, défini dans une lettre de mission que nous a adressée le Premier ministre. Et là, on va en venir au cœur du sujet. Que dit le mandat ? Il demande à ces 150 membres de la Convention citoyenne de formuler des propositions structurantes pour réduire les émissions de gaz à effet de serre de notre pays d'au moins 40% d'ici 2030 par rapport à ce qu'elles étaient en 1990. Ce sont grosso modo les termes de l'accord de Paris, de la COP 21. Et ceci dans un esprit de justice sociale, précise la lettre de mission. Je m'arrête un instant là-dessus parce qu'on est au cœur de la problématique qu'on n'a pas su résoudre sur l'écotaxe ou la taxe carbone. Une ambition radicale. Dans la décennie, réduire d'au moins 40% nos émissions de gaz à effet de serre. Ce n'est pas tout à fait rien. Ça concerne nos modes de vie, nos façons de produire, nos façons de consommer, nos façons de penser la richesse, même si on va au bout de ces discussions. Donc c'est un peu une rupture. Ce n'est pas une inflexion de quelques degrés. On parle de choses qui vont affecter les préférences collectives des Français, les habitudes des Françaises et des Français. Donc c'est une grande ambition. Mais en même temps, on demande à ces gens de chercher une voie de consensus, dans un esprit de justice sociale. Ça veut dire en procédant aux accompagnements, aux aides nécessaires, à la création des alternatives pour ceux qui, on l'avait vu avec le mouvement des Gilets jaunes, sont otages de leur voiture tous les jours pour aller travailler, pour aller faire leurs courses. Ils n'ont pas le choix, ils vivent dans des territoires où il y a moins de transports en commun, etc., etc. Donc on dit à ces citoyens, s'il vous plaît, essayez de résoudre la quadrature du cercle. Et en plus, la lettre de mission n'en a pas fini, puisqu'elle leur demande également de donner une forme juridique à leurs propositions, opérationnelles, de telle sorte que ces propositions puissent être transmises sans filtre, comme a dit le président de la République, sans être modifiées directement, soit au Parlement en matière législative, soit au gouvernement en matière réglementaire, soit encore au peuple français pour la matière législative au titre de l'article 11 ou constitutionnel au titre de l'article 89 de la Constitution. Je vous passe les détails. Voilà. Là commence un processus complexe. Ceux qui l'ont vu de l'intérieur ou ceux qui l'ont suivi en streaming, etc., en ont vu toute la sophistication. D'abord, on construit un socle d'information qui doit être incontestable. C'est le consensus scientifique international sur le réchauffement climatique et ses effets. C'est aussi un bilan des politiques publiques de ces 20-30 dernières années. On n'est pas resté les bras croisés face au changement climatique, même si on n'a pas fait assez, sinon on serait au rendez-vous de la trajectoire et on n'y est pas. C'est ce que nous rappelle régulièrement le Haut Conseil pour le climat. Donc, il y a ce socle d'information. Ensuite, il y a bien sûr un besoin d'expertise considérable.
C'est une matière très technique. On va parler d'habitat, de rénovation des bâtiments, d'artificialisation des sols, de transport. On va parler des différents modes de transport. On va parler de la façon dont on se nourrit, donc du modèle agricole, du modèle alimentaire. On va parler de la façon dont on consomme. On va parler de la façon dont on produit l'énergie, les biens, l'industrie, etc. C'est une matière extrêmement technique. Et donc, il y a besoin d'un fort rapport d'expertise. Je crois que près de 130 experts ont été auditionnés par les citoyens de la Convention. Des experts de tous les mondes, des académiques naturellement. Il y avait un très fort besoin d'expertise climatique. Donc on a écouté des climatologues, des paléoclimatologues, bon. Mais aussi le monde économique. Je crois que les entreprises sont avec les ONG les acteurs qui ont été les plus entendus. On les a écoutés de façon contradictoire. On a écouté le patron d'Aéroports de Paris, je me souviens, aux côtés d'un représentant du réseau Action Climat. On a écouté la FNSEA le même jour que la Fondation Nicolas Hulot, etc. Tout ça a été évidemment très encadré. Chacun des experts qui étaient auditionnés par la Convention était invité à remplir une déclaration d'intérêt pour savoir d'où il parlait. Et puis un certain nombre d'experts ont constitué un cabinet auprès des citoyens, un cabinet de conseillers d'une certaine façon. Et eux, ils intervenaient sur la base d'un mandat que leur délivraient les citoyens. Je ne vais pas m'étendre sur le détail méthodologique, mais je veux vous rendre sensible au fait que pour atteindre une ambition aussi haute, il fallait beaucoup de doigté méthodologique pour que ces citoyens aiguisent leur jugement, acquièrent les compétences, les connaissances nécessaires et puissent aller jusqu'à formuler des propositions. Alors, qu'ont-ils proposé ? C'est dans la presse, mais la presse a un goût très prononcé pour quelques mesures et insuffisamment aiguisé pour la majeure partie d'entre elles. Les plus structurantes du point de vue de la réduction des émissions de gaz à effet de serre, c'est quoi ? Il y a un gros bloc très important, me semble-t-il, sur la rénovation énergétique des bâtiments, qui va être un défi économique en même temps qu'un défi écologique. Il y a un gros bloc sur l'artificialisation des sols, qui est un enjeu systémique. Parce que si vous cessez d'artificialiser les sols, vous modifiez beaucoup de paramètres d'urbanisme, vous modifiez aussi des paramètres pour l'agriculture, puisque vous sauvez des terres agricoles, des terres forestières, etc. Vous agissez sur la biodiversité en même temps que sur les émissions de gaz à effet de serre. Vous réduisez la tendance, malheureusement croissante depuis 40 ans, à aller habiter très loin des centres et des lieux de travail, et donc vous réduisez les trajets domiciliaires. Donc c'est un facteur extrêmement systémique qui paye lentement. C'est la raison pour laquelle il faut agir rapidement. Vous avez ensuite tout un paquet de propositions concernant les transports. Les transports sont un des postes importants d'émissions de gaz à effet de serre, notamment pour favoriser le développement de véhicules propres, de mobilité douce et propre. Très vite, en fait, ces questions croisent des enjeux d'urbanisme. Je ne vais pas entrer dans les détails. Il y a des propositions sur l'aérien dont le gouvernement s'est déjà inspiré dans le plan de soutien à l'aéronautique. Vous avez des propositions concernant l'agriculture. C'est un point extrêmement important du point de vue des émissions de gaz à effet de serre, et notamment sur l'orientation de la PAC, de la politique agricole commune, pour en faire un levier beaucoup plus puissant de mutation du modèle agricole vers un modèle plus agroécologique, voire biologique. Enfin, après, je n'entre pas dans ces discussions. Donc vous avez un paquet de propositions très nourries, puisqu'il y en avait 149 qui ont été adoptées, 146 ont été retenues par le chef de l'État pour les transmettre sans filtre. Donc. Il y a eu un filtre. Vous avez raison, il y a un filtre sur 2% de la matière, ça fait 2,07%. J'ai calculé ça l'autre jour pour voir ce que... Donc c'est un filtre insupportable. Mais... Non, le contrat a été rempli, le contrat a été tenu, et maintenant, ces questions vont arriver dans les mains du gouvernement, du prochain Conseil de défense écologique pour un certain nombre de questions réglementaires, du Parlement, dans le cadre du plan de relance. Si j'ai bien écouté le chef de l'État, il devrait y avoir des éléments, notamment sur la rénovation énergétique des bâtiments, peut-être sur le fret ferroviaire. D'ailleurs, vous me tendiez la perche tout à l'heure en disant qu'est-ce qui revient aux individus, qu'est-ce qui revient au collectif. Vous voyez bien que le fret ferroviaire, il ne suffit pas d'avoir envie de prendre le train. Il faut bien pouvoir mettre des containers sur les rails, sur les wagons. Bon. Donc il y a bien sûr des grands choix collectifs à faire, des choix d'infrastructures, des choix de réseaux qui sont décisifs. Un dernier point pour ne pas être trop long, mais quelles sont les questions que se sont posées les citoyens
pour mener à bien ce travail. Il y a un certain nombre de problèmes qui sont venus de façon récurrente dans les débats. Est-ce qu'il faut inciter ou obliger? Ça, c'est un débat qui a traversé tous les groupes de travail. Le fameux 110 km/h qui a fait couler tellement d'encre, qui finalement ne fait plus partie qui fait partie des 2% de joker du président de la République, c'est le fruit d'un long débat pour savoir s'il faut inciter ou interdire. À quel moment on considère que l'incitation est insuffisante, auquel cas on passe à l'obligation, à la modification réglementaire. Bon. Donc là, vous voyez, dans l'équilibre consensus-ambition, ils ont basculé du côté de l'ambition et de l'obligation, en ayant une très claire conscience du fait que ce sujet risquait bien sûr de déclencher dans le pays des polémiques, etc. Mais ça a été un débat structurant pour eux dans toutes les matières. Et à chaque fois qu'ils sont allés vers l'obligation, ils ont essayé de créer une alternative à côté, ou de créer un accompagnement, de créer une aide. Donc ils sont restés pénétrés par cette considération attendue d'eux sur la justice sociale de ce qu'ils pouvaient proposer. Donc, ces gens ont fait un travail, je crois, absolument remarquable. On peut le critiquer, et il est là pour ça, et moi je souhaite que la société s'empare de ces sujets. Moi qui vous parle, par exemple, j'étais plutôt favorable à la taxe carbone. J'étais favorable à une taxe carbone révisée, plus redistributive, plus universelle, plus juste. Elle a été à raison critiquée pour son caractère anti-redistributif, voire régressif. Mais je pensais que l'utilisation du signal prix à un niveau assez systémique était une façon douce d'organiser les choix. Bon. Ils n'ont pas souhaité retenir ce sujet pour une raison que je tiens à expliquer, c'est qu'ils ne voulaient pas être les instruments d'une réhabilitation politique. Ils avaient le sentiment qu'on les avait réunis pour ça. Donc à 3 reprises, ils nous ont dit non. Les Français n'en veulent pas, nous ne sommes pas là pour faire autre chose. Mais l'idée, le concept central, le noyau de la taxe carbone, le signal prix, on le retrouve dans quantité de propositions de la Convention. Quand ils disent qu'il faut augmenter l'éco-contribution sur le transport aérien, c'est bien du signal prix. Je pourrais donner beaucoup d'autres exemples. Et par ailleurs, parmi leurs propositions, ils demandent au gouvernement et au chef de l'État en l'occurrence de défendre à Bruxelles la construction d'une taxe carbone aux frontières de l'Union européenne. Donc les choses sont un peu plus compliquées que ça. Un dernier exemple, et après je me tais. Un dernier exemple. On leur a un peu reproché de n'avoir rien dit sur le nucléaire. Alors ça, c'est très intéressant. Parce que s'ils n'ont rien dit sur le nucléaire, c'est pas parce qu'ils n'en ont pas parlé. C'est parce qu'ils ont considéré très tôt, et soutenu en cela, d'ailleurs par des ONG qui ne sont pas par des gens qui sont des activistes, en l'occurrence, ils ont considéré que le nucléaire n'était pas un problème pour le climat. Le nucléaire était une énergie qui n'émettait pas de CO2. Alors, évidemment, ils auraient pu dire, puisque ce n'est pas un problème, il faut en faire encore plus. Mais ils ont conscience aussi de vivre dans le pays le plus nucléarisé du monde. Et ils se sont dit, ce n'est pas le sujet. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est que cette question de la transition énergétique, qui est systématiquement posée en France du point de vue de l'offre, du point de vue du mix énergétique, et qui donne lieu systématiquement à 3 mois de débats passionnels sur combien de tranches nucléaires on ferme dans les 10 ans qui viennent. Bon, et on passe 3 mois à s'engueuler, etc. Bon. Ils n'ont pas du tout pris les problèmes comme ça. Ils les ont pris par les usages, par les fonctions, par la demande. Ce qui correspondait d'ailleurs beaucoup plus à leur capital d'expérience. Et qui correspondait d'ailleurs beaucoup plus aussi à leur capacité à éclairer leurs concitoyens sur les conséquences des choix qui peuvent être faits chaque jour par chacun d'entre nous. Vous savez, en matière climatique, personne n'est innocent. Et tout le monde est victime. Alors, il y a des gens qui sont plus coupables que d'autres, et il y a des gens qui sont plus victimes que d'autres. Ça, c'est sûr. Il n'y a pas d'égalité face au climat. Mais personne n'est innocent. Chacun d'entre nous, ici, dehors, nous contribuons à émettre des gaz à effet de serre par nos choix alimentaires, de transport, d'habitat, etc. Et donc, ils sont partis de cette expérience vécue, et je trouve que, pour une fois, on a un document riche de propositions, versé au débat des assemblées, au débat du gouvernement, qui est assez fidèle, finalement, à la façon dont on vit, à nos grands choix collectifs, à nos préférences collectives.
Donc voilà, j'en suis assez fier, pour tout vous dire. Voilà. Bah, merci beaucoup pour cette- ce retour d'expérience. Alors justement, si on revient sur le fond du dossier et l'expérience de la Convention, est-ce que les citoyens donc, qui ont été informés, etc., ont pu en fait prendre enfin, en même temps, ce ne sont pas des experts, et, donc, et on sait que sur ces débats climatiques, il y a des enjeux considérables en matière, par exemple, d'investissement. Et donc, ces investissements, il faut les financer. Donc concrètement, c'est une augmentation des prélèvements alors de la dette, puisque pour l'instant elle coûte rien, ou des prélèvements obligatoires. Enfin, Voire de la dette voilà. européenne désormais. Voilà. Et puis il y a aussi des choix, typiquement, au-delà de la question de la modification des comportements. Je voyage voilà, je voyage plus propre, je voyage moins, etc. Il y a les choix de modèles de développement, et notamment de la mondialisation. Donc, à l'occasion de la crise du Covid, il y a eu beaucoup de discussions sur le monde d'après, la démondialisation, etc. Sur la question climatique, c'est un des enjeux. On veut changer l'organisation de nos chaînes de valeur, etc. Mais d'un autre côté, ça a un coût. Ça a un coût en termes de niveau de vie, en gros, pour les pays du Nord, et en termes de développement pour les pays du Sud, si on caricature un tout petit peu. Est-ce que dans un dispositif tel que celui-là, on arrive à traiter de ces questions-là, et on arrive à où on en reste finalement à la question des modifications des comportements, qui est une dimension importante, comme vous l'avez rappelé, puisqu'on est tous responsables, mais sinon coupables. On pourrait faire les deux. Je voudrais faire un préalable avant de vous répondre. Il est très important de dire aux Français que la transition écologique, climatique, a un coût. En quoi ça consiste d'un point de vue purement économique? Ça consiste d'abord à changer du capital ancien, carboné, non performant de ce point de vue-là, par du capital performant, décarboné. L'exemple le plus banal, c'est le changement de voiture. Changer une voiture à moteur thermique pour une voiture électrique, un hybride rechargeable ou autre chose. Peut-être demain, l'hydrogène, on verra. Ça a un coût. Ça a un coût. Là, je le décris par un exemple de flux. Vous changez. Mais il y a du stock. Le bâtiment, c'est du stock. Le bâtiment, il se renouvelle d'1% par an. Si on compte sur la construction neuve pour résoudre le problème, dans 100 ans, si on est persévérant, on aura résolu le problème. Donc là, pour le coup, la question, c'est la rénovation. Et la rénovation avec des techniques différentes, des matériaux biosourcés, etc. Encore une fois, ce n'est pas le même capital. Donc il ne faut pas raconter d'histoire, ça a un coût. Ça n'existe pas, la transition climatique heureuse et gratuite. Voilà. La question, c'est comment on répartit ce coût, comment on le finance, qui prend les efforts. Si vous regardez bien les propositions de la Convention, faites-le, si vous ne l'avez pas fait, je vous y invite. Vous aurez du mal à voir se dégager de tout ça le portrait caricatural qui a pu en être fait dans la presse conservatrice. Des Khmers verts, technophobes, détestant l'innovation, n'ayant pas réfléchi aux questions économiques. Ça n'est pas vrai. Ça n'est pas vrai. Je fais juste cet aparté sur l'innovation. Ils en appellent à l'investissement dans les technologies hydrogène, dans les matériaux biosourcés, dans les hybrides rechargeables, dans les véhicules électriques. Enfin, ils cherchent des voies technologiques nouvelles pour justement accélérer la décarbonation. Après, ils ne sont pas macroéconomistes. Donc, faire un modèle avec un bouclage macroéconomique sur le coût de tout ça, ils n'en avaient pas les moyens. Ils ont eu des discussions avec des économistes. Les propositions de la Convention ont pu être chiffrées d'ailleurs après coup par certains économistes, en particulier de l'Institut pour l'économie du climat, I4C.
qui est arrivé à une conclusion, je crois, de mémoire, d'un coût d'environ 10 à 11 milliards d'euros pour financer cette transition, ce qui ne me paraît pas insupportable. Mais ils ne sont pas macroéconomistes. Cela dit, j'invite tous les commentateurs zélés sur ce sujet à me proposer le bouclage, à tenir compte de toutes les externalités de ce qui est proposé là, à tenir compte, par exemple, des économies que nous allons faire sur la facture en hydrocarbures de ce pays, qui détériore sa balance commerciale de façon extrêmement significative. Bon, tout ça doit être pris en compte. De même, doivent être prises en compte des externalités positives sur le contenu des métiers, sur l'activité. On est dans un dilemme dont on ne peut pas ne pas parler. On a une crise économique majeure en même temps qu'une crise écologique majeure. Et vous allez me dire c'est conjoncturel. Oui, mais ça va avoir des conséquences qui risquent d'être structurelles. Donc ce n'est pas un problème conjoncturel. Et on doit souscrire à ces deux impératifs. Un impératif de long terme, mais qui n'est pas de la science-fiction désormais, qui s'inscrit dans l'expérience vécue des gens. Il y a dans ce pays, au moment où nous parlons, une quantité d'agriculteurs qui touchent du doigt ce que c'est que le stress hydrique. Le moustique tigre était présent dans 3 départements français il y a 25 ans, il est présent dans 45 départements. Ce sont des expériences vécues, ce sont des choses qu'on voit se développer sous nos yeux dans nos vies. Donc cet impératif, il est déjà là. Ce n'est pas que du long terme, c'est également du présent. On commence à le mesurer. Et puis vous avez une urgence économique. Des gens qui perdent leur emploi, des gens qui vont s'appauvrir. Et bien sûr, il faut s'occuper de ça. On est dans la position de l'âne de Buridan de la philosophie médiévale. Vous savez, cet âne qui mourait de soif et qui mourait de faim, et qui était à égale distance d'un seau d'avoine et d'un seau d'eau, et qui, à chaque fois qu'il avançait vers le seau d'avoine, s'éloignait de l'eau, et réciproquement. Nous sommes dans cette situation. Et le dilemme, il faut le résoudre. Les citoyens de la Convention pour le climat ont fait ce constat les 3 et 4 avril dernier, parce qu'ils voulaient intervenir dans ce contexte de crise pour essayer d'aider le gouvernement à réfléchir en communiquant à l'avance certaines de leurs propositions qu'ils n'avaient pas encore adoptées, pas même encore amendées. Et ils l'ont fait sur la base d'un raisonnement que je crois très juste. Ils ont dit il faut privilégier, là, tout de suite, les mesures qui auront plusieurs bénéfices. Un bénéfice écologique, bien sûr, de réduction des émissions de gaz à effet de serre, un bénéfice économique et un bénéfice sanitaire. Et à la croisée de ces 3 facteurs, il y a quand même pas mal de choses. C'est ça qui est intéressant. Ils ont dit, par exemple, il y a la rénovation énergétique des bâtiments. Ça crée des emplois. Il faut bien sûr que les artisans, les TPE montent en compétences, mais c'est plutôt bien. Il va falloir former. Le contenu de ces métiers va s'améliorer. La productivité de ces gens va s'améliorer également. Et puis, ça a un intérêt sanitaire. Il y a, dans notre pays, au moment où nous parlons, il y a 7 millions de passoires thermiques, où on tousse l'hiver et où on transpire l'été. Bon, ils ont dit, ça présente des co-bénéfices intéressants et on peut y aller, on doit y aller. La substitution véhicule électrique, au véhicule thermique, c'est pareil. Et on pourrait prendre d'autres exemples. Donc, je pense qu'il y a moyen de surmonter ce dilemme. C'est ce que nous allons devoir faire. C'est ce que le gouvernement va devoir faire. Pour la première fois de notre histoire, une crise économique peut-être ne va pas chasser les préoccupations légitimes pour la crise écologique. Ça, c'est très nouveau. Souvenez-vous en 2008. 2008, crise financière importante, à certains égards inférieure à celle que nous connaissons aujourd'hui par son envergure. Quelle est la réaction de l'époque? La réaction de l'époque, c'est d'investir dans les secteurs bruns, c'est de faire de la prime à la casse, sans pousser tellement les véhicules verts ou propres. Bon. On a pris du retard en 2008. On a pris du retard sur la trajectoire longue. On a mis des sous dans la machine à catastrophe en 2008. C'est ça qu'on a fait. C'est pas, je ne dis pas ça pour le plaisir des métaphores. C'est techniquement ce qu'on a fait. En 2020, on est face à une crise plus grande encore et on ne peut pas ignorer qu'on ne peut pas sacrifier une préoccupation à l'autre. Et c'est ça qu'il faut réussir. C'est pas simple. C'est pas simple du tout. Alors, par rapport à ça, l'impression que ça donne de l'extérieur, c'est qu'on a pris des Français lambda, enfin une multiplicité de Français lambda,
et qu'à la fin, ils ont tellement appris de choses, ils se sont tellement rendus compte qu'on n'était pas au bord du précipice, mais déjà dedans, qu'ils ont proposé un certain nombre de mesures qui, effectivement, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire, il faudra faire un effort. C'est-à-dire que ce truc entre on ne veut que de l'écologie non punitive, ça n'a pas de sens. S'il y a un sujet à résoudre, etc. Mais la question, du coup, que je me pose, je dis très bien, il y a 150 personnes qui ont pris cette conscience, mais du coup, est-ce qu'elles ne sont pas allées tellement loin, entre guillemets, dans leurs réflexions, sont devenus un peu experts, que les autres, ils ne vont pas les suivre. Là, ils les suivent parce qu'on leur dit, est-ce que vous prenez les propositions de vos camarades citoyens? C'est tellement mieux que les propositions de l'élite qu'on dit oui. Mais le jour où on leur dira, là où il y a obligation, est-ce qu'ils vont suivre? C'est-à-dire, est-ce que comment on fait pour rendre tous les Français aussi compétents? Comment et ça, c'est la première. L'autre entrée. Il y a deux questions déjà dans cette Oui, il y en a plein. Mais l'autre entrée, c'est ce qu'on a aussi pas mal entendu comme critique, c'est ils ont été capturés par des experts. Ah, bon, ça c'est facile. Mais, non, mais c'est un peu le même sujet. C'est-à-dire que écoutez, comment ça percole? Ça, c'est le plus Comment simple. ça percole au niveau national? Ça, c'est une très bonne question. Merci. Donc, non, vraiment. Donc, il y a plusieurs questions. Sur la capture, l'emprise des experts. Dans ce genre d'aventure, vous pouvez faire deux choix. Soit vous vous mettez à l'abri de toutes les captures. Et je vais vous dire, Oui. la conséquence à la fin, c'est que vous faites une dissertation peut-être bien écrite, mais sans aucun intérêt en termes de transformation. Donc, il faut aller dans la zone de risque. Il faut aller dans la zone d'expertise. Il faut s'exposer, effectivement, à des gens qui ont des compétences que vous n'avez pas et qui, peut-être, vont vous orienter. Et ça, figurez-vous qu'on y avait pensé. Et d'ailleurs, s'il y avait eu tellement d'influence de la gouvernance, d'emprise, moi je vous ai dit très sincèrement, je suis favorable à la taxe carbone. Je n'ai pas l'impression d'avoir été suivi par la Convention. Kathleen Schubert, du Conseil d'analyse économique, est venue parler aux citoyens en disant, écoutez, sur la taxe carbone, moi je pense qu'on peut faire quelque chose qui est juste. Et voilà comment on peut le faire. Ils ont dit, non merci. Voilà l'emprise des experts. Bon. Autre argument, évidemment qu'on avait pensé à tout ça. Donc pour chaque situation d'intervention d'expertise, nous avions imaginé des garde-fous. La déclaration d'intérêt, savoir d'où parlent les personnes qui vous parlent. Que non seulement les citoyens pouvaient consulter, mais que quiconque, vous-même Joël, si vous le demandiez, vous pouviez consulter. La situation de débat contradictoire entre les experts. Je vous assure, c'est pas mal d'entendre sur l'agriculture la FNSEA et la Fondation pour la nature et l'homme. On a même fait un débat contradictoire, et ça nous ramène à la taxe carbone, entre Priscilla Ludowski et Louis Gallois. Priscilla Ludowski qui avait pris l'initiative de la première pétition, vous vous souvenez, au début de cette affaire, qui est venue elle-même leur dire, écoutez, sur la taxe carbone, on peut faire une taxe carbone juste. Donc, à la fois les procédures ont permis de contrôler les risques d'emprise, et à la fois, nous avions en face de nous des Français qui ressemblaient aux Français d'aujourd'hui, assez rebelles, ne s'en laissant pas compter, plutôt dans la défiance. On s'imagine les citoyens être tirés au sort comme de la cire molle dans laquelle on vient imprimer la marque de son choix. C'est pas du tout ça. Je vous invite à essayer, vous allez voir, la cire n'est pas molle. Et d'ailleurs, c'est pas de la cire. Bon, autre précaution procédurale que nous avions prise. Certains experts ont été amenés à travailler auprès des citoyens plusieurs sessions. C'est ce qu'on appelait le groupe d'appui. C'était des gens dont les attaches institutionnelles étaient variées, dont les compétences disciplinaires étaient variées. Ces experts-là étaient tenus dans une contrainte stricte, c'est qu'ils ne pouvaient travailler que dans le cadre d'un mandat qui leur était explicitement délivré par les citoyens. S'ils débordaient du mandat, c'était proscrit. Les garants, nous-mêmes au comité de gouvernance, disaient stop, non. Dernière chose, il y avait un bureau de fact-checker dans la Convention. Grâce, et je veux les en remercier, à l'Institut de la transition environnementale de la Sorbonne, à l'Institut des politiques publiques et à Sciences Po. Il y avait 2 personnes bénévoles d'astreinte à chaque week-end qui orientaient le tout venant des questions des citoyens vers des chercheurs en France capables d'y répondre dans les 2 heures. C'est pas facile et il y avait des questions difficiles.
Ce bureau de fact-checking, il a parfois été utilisé comme un contre-pouvoir d'expertise. Je me souviens d'un citoyen qui venait d'entendre, c'était Nicolas Hulot, en l'occurrence, l'auditionné, et qui est venu voir les fact-checkers en leur disant « Monsieur Hulot vient de nous dire, je ne sais plus quoi, est-ce que c'est vrai ?» Et donc la personne prenait la question et l'envoyait vers un chercheur en l'anonymisant, en disant pas c'est Nicolas Hulot qui a dit, etc. Votre réponse. Donc on n'est pas entré là-dedans comme dans un moulin, évidemment. D'ailleurs, j'observe que la plupart des gens qui nous font cette critique sont ceux que je n'ai jamais vus dans les tribunes de la Convention et dont je n'ai jamais lu le moindre papier lorsque nous travaillons. C'est venu après, comme par hasard. J'ai oublié la question la bonne, la difficile. Comment on fait percoler dans toute la France? Ça, c'est la bonne question. Oui. Ça, c'est la bonne question. Parce que nous, on a voulu, pour que ça percole, justement, faire les choses de la façon la plus transparente possible. On a vraiment ouvert les portes et les fenêtres et on a dit aux médias, mais venez, parlez de tout ça, retransmettez. On a tout retransmis en streaming. Il y a juste un moment qui est le moment de la fabrication des propositions sur une session où on a fermé les portes et les fenêtres pour qu'ils soient tranquilles, tout simplement. Et pour que le débat politique ne se noue pas avant même qu'ils aient choisi. Et puis on les a rouvertes ensuite. Donc tout peut être, vous pouvez, là, ce soir, si vous ne savez pas quoi faire, vous allez sur le site de la Convention, vous pouvez visionner les sessions, vous pouvez visionner les auditions et vous faire votre propre idée. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas parce que l'espace public n'est pas d'une qualité telle, aujourd'hui, qu'il arrive à faire vivre des controverses. Et je pense qu'il va falloir travailler sur cette question. Alors, ça va venir maintenant, parce que le président de la République, ayant repris les choses en main, il va y avoir du débat, il va y avoir du débat politique, il va y avoir du débat passionnel. Mais je pense qu'il faut imaginer mieux dans les temps futurs, puisqu'on va être appelé à faire d'autres conventions. Et je me dis que, je lance cette idée comme ça, vous savez, à Avignon, il y a un festival on et un festival off. Eh bien, je pense qu'il pourrait y avoir des conventions on, et à partir d'un moment, des conventions off, et que ce ne serait pas inintéressant. Alors je rebondis sur le dernier point que vous avez évoqué en regardant les questions en ligne. Oui, non, pas le Festival d'Avignon, mais sur ce modèle des conventions. Est-ce que vous pensez que c'est un modèle qui doit se généraliser en fait sur d'autres débats de société voilà, enfin bon, il y a actuellement des réflexions en cours sur l'évolution du Conseil économique et social et environnemental dans ce sens. L'autre chose, mais du coup, on a tellement de débats à avoir, y compris sur la transition climatique. Le problème est loin d'être... enfin, l'ensemble des questions est loin d'avoir été adressé. Donc ça, c'est la première question. Et la deuxième question, c'est est-ce que vous pensez, ça c'est une question qui est venue en ligne aussi, que c'est un modèle qui doit se généraliser en fait un peu en Europe, au-delà de ce qui se passe. Donc il y a le Climate Assembly au Royaume-Uni, enfin, etc. Donc est-ce que vous pensez que c'est un modèle en fait? Est-ce que c'est une des solutions aux crises ou à la crise de nos démocraties représentatives? J'ai 2 minutes. Oui, 2 minutes. Bien sûr. D'abord, on a été imité en Europe depuis qu'on a fait ça. Oui. Nous-mêmes, on s'est pas mal inspiré d'une expérience irlandaise, l'Assemblée des citoyens irlandaise, qui avait été saisie de questions de société sur le mariage des personnes de même sexe, le droit à l'avortement, des choses comme ça. C'est la Convention citoyenne pour le climat, c'est la première qui est saisie d'un enjeu aussi vaste, à laquelle on ne demande pas de trancher une controverse constituée, mais de définir une politique. Ce qui est très nouveau. Et en plus, avec un contrat moral avec le chef de l'État, qui est un contrat moral de transmission aux assemblées, etc. Donc c'est un truc. Et en plus, on nous a demandé de formuler les choses dans les termes du droit, avec un comité légistique, etc. Donc, c'est pas ça qui a été imité, parce que ça, c'est quand même très ambitieux. À ma connaissance, dans l'histoire des pratiques de démocratie délibérative, c'est une première mondiale. Je ne dis pas ça pour qu'on se pose du col, mais parce que c'est objectif. Néanmoins, ça a été imité. À Birmingham, vous avez cité l'Assemblée anglaise, en Écosse, où la question est clairement la même qu'en France d'ailleurs, c'est quoi une transition juste? En Espagne, à Madrid, j'ai rencontré il n'y a pas si longtemps la vice-présidente du Bundestag. Il y a des projets en Allemagne, il y a des projets en Pologne. Bon. Pourquoi il y a des projets partout? C'est intéressant comme question. Des problèmes partout. Parce qu'il y a des problèmes partout.
Joël a la réponse à tout. Non, Non, mais il y a les mêmes c'est problèmes un partout. bon prof Il qui y a- pose des bonnes questions. Il y a les mêmes problèmes partout, c'est-à-dire qu'il y a la même fatigue ou la même insuffisance du tissu habituel des démocraties représentatives. Ça ne veut pas dire qu'il faut le mettre à la poubelle, pas du tout. Il faut l'enrichir. Les citoyens de la Convention sont des citoyens représentants d'une certaine façon. Ce sont des cousins des parlementaires. Et d'ailleurs, le lien entre eux, c'est noué, c'est fait. Je veux le dire parce qu'on a beaucoup antagonisé, beaucoup... en réalité, c'est fait. Alors, il y avait une autre question parmi celles que vous m'adressez, qui est comment on continue, comment on généralise, etc. Il faut être prudent, je pense. On a une première expérience qui est très sophistiquée, très particulière, qui est sur un sujet qui a une très forte densité scientifique. Il faudrait essayer sur des sujets qui en ont moins ou qui en ont une autre, tester ces procédures, les frotter à d'autres enjeux, changer les équipes, voir ce que d'autres feraient. On enlève Pech, Toubiana, on met Toledano, Brousseau, on voit ce que ça donne par exemple. Bon. Je plaisante, mais je pense que c'est très important d'avoir quelques autres expériences avant de claquemurer tout ça dans une institution. Par ailleurs, c'est une première qui a été perçue au début comme quelque chose d'un peu fantaisiste, mais la prochaine ne sera pas du tout perçue comme quelque chose de fantaisiste. Et le regard public sera exigeant. Et donc je pense qu'il serait sain de poser quelque part dans nos textes, dans la loi, dans un texte réglementaire, les principes cardinaux au nom desquels peuvent s'organiser les conventions futures. Indépendance de l'organisateur, engagement du commanditaire, impartialité, pluralisme de l'information. L'OCDE vient de faire un rapport, un rapport international d'ailleurs, qui est assez riche, où ils ont passé au crible beaucoup de pratiques, et ils listent un certain nombre de principes. On pourrait s'inspirer de ça pour le faire. Enfin, quelle que soit l'institution qui aura en charge les conventions futures, je pense qu'elle doit s'imposer quelques garanties de séparation stricte de son activité traditionnelle, de sa vocation historique, que ce soit le CESE, l'Assemblée nationale, etc., et cette activité de nouvelle. Parce que rien ne serait pire que le soupçon porté sur ces nouvelles pratiques d'être dans la main, soit de la démocratie sociale, soit de la démocratie parlementaire. Le citoyen n'est pas là pour monter sur les épaules de quiconque. Il n'en a pas besoin. Il peut être interrogé, informé en tant que tel, comme un majeur. Et je vous assure que quand vous avez travaillé avec eux pendant 9 mois, vous ne vous posez plus cette question. Voilà. Oui, d'une certaine manière, pratiquement tous les organismes qui définissent des politiques publiques devraient mettre en place ce genre de dispositif à l'occasion, pas forcément... Mais il y a beaucoup de tentations aujourd'hui, y compris dans des entreprises, y compris dans des fédérations professionnelles. Non, mais il se passe quelque chose d'intéressant, c'est vrai. Écoutez, merci beaucoup Thierry Pech pour cet éclairage sur ces modalités innovantes de gouvernance. C'est tout l'objet de la chaire gouvernance et régulation de penser à ce genre de questions. Alors nous, on est souvent plus sur les modèles d'interaction entre les experts, les politiques et puis ce qu'on appelle les parties prenantes, voilà, plutôt que les citoyens. Mais précisément, les citoyens sont aussi une préoccupation des régulateurs, par exemple sectoriels, ou des politiques sectorielles, bien entendu. Ça ne peut que enrichir nos travaux de penser à ces modèles. Donc, merci encore d'avoir participé à ce débat. Merci à tous ceux qui soutiennent l'activité de la chaire, les fameuses parties prenantes sectorielles, les pouvoirs publics, les experts, les académiques, les chercheurs avancés ou doctorants. L'avenir, c'est de développer encore ce genre d'initiative du côté de l'université. Je pense qu'elles peuvent participer à ce débat et à cette rencontre entre l'expertise, la citoyenneté et les décideurs. Comme Alain Fuchs le disait tout à l'heure dans son propos, on peut envisager au niveau de PSL, par exemple, de développer encore ce type de dispositif en mutualisant des chaires pour créer des instituts qui pourraient contribuer évidemment aux travaux de Terra Nova comme à ceux d'autres think tanks et d'autres dispositifs. Voilà, donc merci encore à tous.